Ce mois-ci, à Parlons Ancêtres, on vous présente un nouveau format. Yann nous montre comment trouver des dossiers militaires et tout plein d'autres petits sujets dans le monde de la généalogie. Bonjour à toutes et à tous, Éric Déliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci à tout le monde de l'écoute. Toi, Eric, ça va? Ça va super bien. Yann, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à l'approche là, d'un changement d'année, là, puis c'est le moment de faire des résolutions. Fait que là, nous autres, on s'est dit qu'on pourrait peut-être essayer de commencer à changer la façon qu'on présente Raconte-moi mes ancêtres. On en jasait là, avant l'émission tout à l'heure. Fait que c'est ça qu'on va commencer à faire là, à partir de maintenant. On va changer un peu la façon de faire au lieu d'avoir une longue entrevue. Un peu comme on a fait la dernière fois, là, quand on parlait de Poutine, on a fait des petites entrevues. C'est vraiment dynamique. Moi, j'ai aimé ça. Je pense que toi, tu as aimé ça. On a eu plein de commentaires positifs. Fait que, comment tu veux qu'on fasse ça? Ben, écoute, comme tu disais, généralement, on fait des longues entrevues, puis bon, moi, ça répondait à un besoin quand même. Il y a des gens qui aiment ça, approfondir sur un sujet pendant 1h30, 2 heures. Toutefois, il y a aussi, bon, le 2024 étant 2024, à l'approche de 2025, hein, avec toute la technologie, puis ce qui fait qu'on est un peu, comment dire, TDAH là, de la télévision, puis du contenu qu'on a, hein, fait que des fois, hein, avec ça prend 1 minute qu'on veut changer de contenu. Donc, nous autres, on s'est dit que faire une émission d'1 heure, 1h30, mais en traitant de 3, 4, 5 sujets différents, selon le nombre d'invités qu'on aura, ben ça va faire de quoi de peut-être plus intéressant. Les entrevues, on va continuer à avoir des longues entrevues qui vont nous raconter l'histoire en détail. On en a qui s'en viennent, là, l'histoire des trains, l'histoire de Saint-Lazare, qu'on va vous parler un petit peu plus tard. On va garder l'intégrale de l'entrevue, mais on va la découper en plusieurs émissions. Ouais, comme ça, on va pouvoir parler de plusieurs différents sujets, parler de plusieurs différentes personnes dans une émission. Puis la grosse entrevue où on parle de plusieurs aspects, mais on va pouvoir l'étaler, là, différents aspects dans plusieurs émissions, pour avoir les mêmes invités plusieurs fois. C'est ça. Puis ben, en fait, quand elle va avoir été déployée à travers toutes les émissions, ben on va mettre l'entrevue intégrale là, disponible pour nos auditeurs. Pour ceux qui la veulent, effectivement. C'est ça. Puis, ceci étant dit, ça va aussi nous permettre d'avoir des invités pour une plus courte durée. Hein. Il y en a qui, des fois, qui peuvent nous parler là, d'un sujet qui va durer 10-15 minutes. D'ailleurs, on fait un appel aux sociétés d'histoire et de généalogie. Si vous voulez soit venir nous raconter l'histoire là, de votre patelin, ou vous voulez venir nous parler d'un événement que vous allez organiser prochainement puis que vous voulez en faire la promotion, ben n'hésitez pas à nous écrire. L'adresse va être dans les commentaires. Là. On peut faire une petite entrevue, 5, 10, 15 minutes, vous nous parlez de votre événement qui s'en vient. Soit ça, ou si vous êtes un auteur, conférencier, vous voulez venir faire la promotion là, de votre dernier livre, évidemment à saveur historique, là. Et vos conférences, si vous êtes conférencier, ben si vous voulez venir en faire, nous en jaser, en faire la promotion, ben n'hésitez pas à communiquer avec nous. Au niveau des sujets aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a, Yann? Ben là, récemment au hockey, il y avait l'Aîné qui commençait à jouer, là, mais le Canadien est un peu en bas de la cale. Fait que là, je me dis, tant qu'à avoir une mauvaise saison, qu'est-ce qui se passait en 1909 avec le Canadien? Ben, je vous montre ça. Les étoiles des histoires, on tremble. On chante nos aïeux et nos chemins. Venez écouter, mes chers copains. Tout d'abord, on se remet dans l'esprit de l'époque. Le hockey professionnel est né quelques années auparavant au Michigan. En gros, c'était des villes minières
qui, pour divertir leurs employés, avaient décidé de payer les meilleurs joueurs amateurs pour les attirer. On avait évidemment créé une exode des meilleurs joueurs. Pour répondre à ça, les clubs amateurs au Canada avaient décidé de fonder une ligue professionnelle. Ça avait un certain succès, mais il manquait de quoi. Parce qu'à l'époque, les clubs, c'était très ethnique. À Montréal, on avait des clubs comme les Victoria ou les Wanderers pour les Anglos de Montréal, ou encore les Shamrock qui, vous le devinerez, attiraient un public irlandais. Mais aucun club de Canadiens français. Pour pallier à ça, en 1909, on décide d'inviter un club amateur de Canadiens français du nom du National. Dans cette nouvelle ligue, on s'attend à voir des clubs comme le Ottawa, le Québec, le Old Montreal, les Shamrock, le National et les Wanderers. Mais un des membres des Wanderers, qui vient de faire construire un nouveau patinoire dans l'est de la ville, lui veut que les matchs des Wanderers se jouent à cette nouvelle aréna qu'on appelle le Jubilé. Mais il y a deux problèmes. L'un, c'est que l'aréna est dans l'est de la ville, au coin Sainte-Catherine et Marlborough, ou ce qu'on appelle la rue aujourd'hui Alphonse-Desrois. Puis les Anglais, ça leur tente pas ben d'aller jusque dans l'est de la ville pour aller voir un match. Et l'autre problème, c'est qu'on considère l'aréna trop petit. Comme qu'on partage les revenus d'un match entre les deux clubs, eh bien certains clubs vont trouver que c'est pas assez payant. À une rencontre de la Ligue va se pointer un certain Ambrose O'Brien, qui est propriétaire de mines dans le nord de l'Ontario, et comme je vous disais plus tôt, les villes minières cherchaient à divertir leurs employés. Donc, il s'en venait demander à la Ligue de joindre les trois clubs, le Renfrew, le Cobalt et le Haileybury. Vous comprendrez donc que si on trouvait pas assez payant une équipe dans l'est de la ville, imaginez si le Québec ça leur tente d'aller jouer à Haileybury. Poser la question, c'est d'y répondre. C'est là que M. O'Brien et les Wanderers vont fonder la National Hockey Association pour compétitionner avec la Canadian Hockey Association. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas d'équipe de Canadiens français. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va apprendre le 6 décembre 1909 dans la presse qu'on a mandaté Jean-Baptiste Jack Laviolette de monter un club de Canadiens français qu'on va nommer le Canadien. La rencontre a eu lieu le samedi 4 décembre, mais c'est le 6 décembre qu'on va l'apprendre parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de journaux ou à peu près pas le dimanche. Là, il faut se rappeler qu'on est en début décembre. La saison va commencer au début janvier et on n'a pas d'équipe encore. Bon, Jack mentionne qu'il y aurait deux joueurs d'embaucher, soit Skinner Poulain et son bon ami Didier Pitre. Faut savoir que Jack est né à Belleville en Ontario, mais va déménager vers l'âge de 12 ans à Valleyfield où il va rencontrer Didier Pitre et se sont suivis au hockey jusqu'à aujourd'hui. Donc, faut monter un club et il reste pas grand temps. Le lendemain, dans le journal Le Canada, on apprend qu'il serait question de fusionner le National et le Canadien. Déjà. Le 9 décembre, toujours dans le journal Le Canada, on apprend que M. O'Brien possède une mine évaluée à 7,5 millions de dollars. Je vous rappelle qu'on est en 1909. On apprend aussi que Newsy Lalonde est en ville et que le National cache soigneusement le nom des joueurs signés. Parce que c'est ça, l'an passé, il n'y avait aucun club professionnel de Canadiens français. Cette année, il y en a deux. Ça va donner naissance à une course aux signatures pour se procurer les meilleurs joueurs. Faut aussi savoir que dans les deux cas, dans chacune des ligues, on s'est entendu pour donner priorité à ces clubs pour la signature des joueurs canadiens français. Et toute une course que ça va être. Parlant de course, bien, il y a aussi Didier Pitre qui a reçu des offres de 3 clubs. Le 10 décembre, dans la presse, on apprend que la Violette aura probablement les services de Poulain, qui sont détenus par les Wanderers. On est aussi en négociation avec Art Bernier de Kingston. Dans la patrie du 11 décembre, Jack a reçu la somme de 6 000 $ pour payer les joueurs. Le 13 décembre, c'est le début de ce que je vais appeler la saga Didier Pitre, qui, je vous rappelle, Jack nous avait promis ses services, mais Didier a aussi signé avec le National. La presse du 14 décembre nous apprend que Jack aura aussi Katariniche comme gardien de but. Dans le cas de Bernier, selon la patrie, ce serait chose faite. Le 15 décembre, dans le journal Le Canada, on apprend que Didier Pitre aurait reçu une offre de 2 000 $ pour se joindre à un autre club que le National. Ça se complique. Le 16 décembre, le National va intenter une injonction pour empêcher les joueurs qui ont signé avec eux de joindre à tout autre club. Ça commence à être intéressant, hein? Il y a aussi la presse qui nous apprend qu'Ed Decory serait signé. Le 17 décembre, Skinner Poulain signe
Et il serait aussi question d'assigner Newsy Lalonde. Si Didier a signé pour le National, le journal Le Canada du 20 décembre nous apprend que c'est pas son premier choix puisque Didier Pitt semble sûr de son affaire. Il n'a pas assisté à la première pratique du National malgré qu'il ait reçu un avis à cet effet. Le 21 décembre, la Patrie nous rapporte la première pratique du Canadien. La presse du 22 décembre nous donne une idée de ce que seront les deux clubs canadiens français. L'équipe du Canadien sera choisie parmi les joueurs suivants. Katariniche, Lalonde, Dockett, Poulain, Descaries, Édouard Miller, Chapelot, Gauthier, Pitt, Laviolette, Lamarche, etc. Les 23 et 27 décembre, l'affaire Pitt fait encore couler de l'encre. Et c'est toujours le cas rendu au 30 décembre. Didier qui prétend avoir signé son contrat avec le National sous de fausses représentations. En fait, si vous voulez en savoir plus sur la signature de Didier Pitt, je vous invite à écouter Michel Vigneault qui nous en a parlé lors de Parlons Ancêtres, les débuts du hockey. Donc, le Canadien et les Nationals se battent pour les joueurs. Les 4 équipes de chaque ligue se battent pour les joueurs, du côté anglophone. Donc, il y a une surenchère. À un moment donné, le 15 décembre, le journal La Patrie, non, c'est pas La Patrie, c'est le Gazette, donne la nomenclature des 2 équipes, possiblement. Il y a 3 joueurs qui se retrouvent dans les 2 équipes. Ah, c'est excellent. Il n'y a pas personne qui sait exactement qui est avec qui. Et à un moment donné, il y a Jack Laviolette qui lance un télégramme à son chum Didier Pitt, qui est à Sault-Sainte-Marie, parce qu'il est élu domicile là-bas, et qui dit, viens-t'en par train, je te rejoins à Ottawa, et je te fais signer un contrat avec mon équipe. Il y a quelqu'un qui a stoulé au National. Qui? Je sais pas. Comment le National a été mis au courant? Aucune idée. C'est sûr que ça se parle. T'sais. Puis le plus intéressant, c'est comment est-ce qu'un journaliste a été mis au courant. Parce que cette histoire-là se retrouve dans le journal le lendemain. Donc, il y a un journaliste qui a été mis au courant de toute l'histoire. Et c'est ça que j'aimerais ça découvrir. Qui est le journaliste d'abord? Parce qu'à l'époque, les journaux ne mettent pas le nom du journaliste, sauf quelques journaux. Et en même temps, comment est-ce que le Télégraphe a fait mention au National puis au journal? T'sais, il y a toutes sortes d'histoires en virgulio là-dedans qui est vraiment le fun de suivre. Mais en tout cas, donc il y a 2 personnes du National qui prennent le train avec Jack Laviolette et Joe Katariniche pour le Canadien. Donc, les 2 organisations prennent le même train vers Ottawa. Katariniche, Laviolette débarquent du train à Ottawa, mais les 2 du National continuent jusqu'à North Bay. Et là, ils interceptent le train qui arrive de Sault-Sainte-Marie et vont faire signer Didier Pitt à North Bay. Tout le monde reprend le train pour Ottawa. Rendu à Ottawa, Pitt, il dit à son chum, il dit, je viens de signer pour le National. Pas de problème, tu signes avec nous, je te donne 500 pièces de plus. Sinon, le 30 décembre, c'est aussi la journée où, pour la première fois, une équipe de Canadiens français vont jouer un match de hockey professionnel. C'est le lendemain qu'on va apprendre que le National a perdu 7-2 contre le Hull Montreal. Et voyez dans l'alignement du Hull Montreal, au point on a un dénommé Ross. Eh bien, c'est Arthur Art Ross. Un nom que vous connaissez déjà. Tout comme Jack Laviolette, Didier Pitt ou Newsy Lalonde. Des noms qu'on connaît, mais auriez-vous été capable de les situer dans le temps? Alors, si mes arrière-grands-parents s'intéressaient au hockey en 1909, le sujet d'actualité aura probablement été avec qui Didier Pitt va jouer. Si vous voulez en connaître plus sur l'histoire du Canadien, je vous invite à faire la recherche sur votre plateforme audio de l'histoire du Canadien de Montréal. Ce que je vous ai montré aujourd'hui n'est qu'un bref résumé de ce qui se passe. Dans les revues de presse audio, je passe à travers tous les articles qui ont eu un impact sur l'histoire du Canada. À chaque épisode, une nouvelle page, découvrons ensemble tout cet héritage. Parlons ancêtres, autour d'un feu, les voix du passé. Vivons en nous, de Québec. Là, ça, Eric, ça se passait en 1909 avec les Canadiens. Ça, 1909, on s'entend, ça fait 115 ans. Quelque chose qui est un peu plus moderne ces temps-ci, mais qui a quand même un lien sans terre, là, c'est le 150e, la ville de Saint-Lazare de Vaudreuil.
je viens de Vaudreuil parce que il y a d'autres Saint-Lazare dans Bellechasse. Mais Saint-Lazare, que tu connais, est rendu à 150 ans. Je pense que tu as participé aux festivités, là, aux préparations pour les recherches historiques pour le 150e. Est-ce que je me trompe? Oui, effectivement. Puis bon, c'est là que j'ai fait de la recherche là dans les journaux, là, qu'est-ce qu'on parlait de Saint-Lazare, puis comme tu dis, faire attention Saint-Lazare de Vaudreuil, spécifié parce que il y a beaucoup d'articles des fois qu'il fallait avoir, là, puis bon, si tu dis il n'y a pas de roseau, c'est pas dans Vaudreuil, là. Quand il n'y a pas de roseau. Ceci étant dit, bon, ça m'a permis aussi de rencontrer Paul Lavigne, puis Paul, ben, on l'a déjà rencontré jadis dans l'auteur. Qui est auteur, là, qui a fait un roman sur son ancêtre qui faisait partie des soldats du régiment de Carignan-Salière. Puis bon, pour vous remémorer là, cette entrevue, on vous présente un extrait à l'instant. Écoutez nos histoires riches de vive voix, des braves voyageurs en terre de bois, ensemble au présent, guidés par le passé, d'en parlons ancêtres où tout a commencé. C'était tout un défi pour la France et le roi de France de rassembler, alors, 1000 personnes. Alors, ce qu'on voulait dans le temps, c'était 20 compagnies de 50 soldats. Chaque compagnie comportait normalement un capitaine, un lieutenant, un enseigne. L'enseigne, c'était l'organisateur, c'était le secrétaire, c'est lui qui s'organisait pour que les gens soient bien logés, bien nourris, avaient les armes, etc. Certains avaient un tambour qui battait le pas quand on marchait. La majorité avait un curé ou un prêtre avec eux, un ordre religieux, etc. Fait que, outre ces 5-là, on parlait de 45 soldats et 5, si on veut, officiers à l'intérieur de chacune des 20 compagnies. Alors, le défi en France, c'est où est-ce qu'on était pour trouver 1000 soldats dans une relativement courte période de temps, et compte tenu qu'on voulait des hommes qui étaient non mariés, idéalement. On voulait pas sortir des pères de famille, etc. Alors, on cherchait des jeunes hommes forts physiquement, forts moralement, pour être capables de changer de pays, vivre en Nouvelle-France avec tout ce qu'on savait à ce moment-là. On voulait des gens qui étaient disponibles et qui étaient intéressés de changer de pays, etc. Et l'endroit où est-ce qu'on a trouvé pour trouver ces gens-là, étrangement, c'était les tavernes. Les pères de famille, eux, ne se ramassaient pas dans les tavernes à la fin de journée. Fait que les jeunes adultes, après avoir fait les travaux sur la ferme familiale ou dans leur profession, etc., se ramassaient souvent dans les tavernes. 2 avantages avec les tavernes, on recherchait ou on retrouvait les jeunes gens de ce côté-là, et souvent, sous l'effet de la bière et du vin, c'était beaucoup plus facile de mettre son X en bas d'un formulaire. Et première chose qu'on savait, on venait de s'enrôler dans l'armée de la France ou des soldats du régiment Carignan-Salière. La famille, c'est plus qu'un nom gravé, c'est des rêves et des filles entrelacés. Des voyages et des terres vierges, nos ancêtres sont notre allégeance. Notre verge, écoutez nos histoires riches de vive voix. Si les soldats du régiment de Carignan-Salière ont été les premiers soldats officiels là, dans la colonie, là, dans la colonie de la Nouvelle-France, puis qu'on peut quand même relativement facilement trouver leur nom, là, il y a plusieurs listes là, de disponibles. Mais les soldats du régiment de Carignan, c'était pas mal la première guerre bien organisée. Là. Bon, il y avait eu des escarmouches ici et là, puis mais vraiment qu'on arrive avec des soldats en uniforme, c'est la première fois, mais c'est certainement pas la dernière fois. Puis bon, Yann, je pense que tu as des petits trucs là pour nous aider à trouver des informations sur nos ancêtres là, ou des frères, oncles qui auraient été... Oui. Oui, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on n'a pas parlé d'outils qui sont utiles à étoffer notre arbre généalogique, donc on va en profiter. Fait que là, moi, ce que je veux parler aujourd'hui, c'est on a une page importante de l'histoire du 20e siècle, ça a été le conflit en Europe, la guerre, les nazis. On a un gros effort, on en a déjà parlé, qu'est-ce qui se passe au Canada, mais il y a beaucoup de gens, des soldats qui sont tombés au champ d'honneur durant cette guerre-là. Il y en a qui sont allés se battre, qui sont revenus. Ceux qui sont décédés, malheureusement, la plupart n'ont pas laissé de descendance parce qu'ils étaient jeunes, ils n'étaient pas encore mariés. Il faut quand même pas les oublier. Donc,
on va partir avec ça. On se souvient, j'ai déjà parlé du deuxième mari de ma grand-mère, qui était un petit gars de sa région, Floribert, mon grand-père. Pas vraiment mon grand-père, mais c'est mon grand-père par mariage. J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de son frère, Armand, qui lui a peu la même chance, puis qui n'est pas revenu de la guerre. Puis pour ça, dans le fond, ce qu'on va faire, on va aller regarder qu'est-ce qui est disponible à nous pour aller voir, en principe, selon les affaires des vétérans au Canada, aux Archives nationales, les dossiers de tous les soldats qui sont tombés au front sont disponibles sur la Deuxième Guerre. On va aller regarder ça. Donc, là, ce qui nous intéresse, ça va être Librairie et Archives Canada, dossiers militaires, mais principalement ceux qui sont décédés, parce que c'est disponible, ça, d'une façon publique, les dossiers complets. Tu sais, si tu as ton grand-père qui est allé à la guerre, puis tu as son dossier, il faut que tu fasses une demande aux affaires, à la Librairie Archives Canada, aux affaires des vétérans. C'est une demande qui doit être processée. C'est quand même relativement compliqué. On peut aussi faire des recherches par un chercheur privé aux archives. Mais tout ce qui est pour les gens qui sont pas revenus du combat, ça on a accès. On peut faire une recherche avec leur nom. Donc, on parlait tantôt, son nom ici, c'est Armand Lachance. On va y aller. Juste avec le nom, on parle des victimes de la guerre entre 39 et 47. Vécu un peu plus long que la guerre, parce qu'il y en a qui sont morts. Dommage collatéral, ils sont morts plus tard, j'imagine. Oui, mais aussi, tu sais, comme on a vu quand on a vu mon grand-père, il était à l'hôpital pendant presque 2 ans, là. Fait que, il y en a qui c'était long. Fait que là, ici, on a Pénon Armand. La chance. On va chercher. Et on a un beau total de 1 résultat. Mais on a son dossier militaire. Je suis même content qu'il n'y avait pas 12 millions avec le même nom. Joseph Tremblay, ça doit être plus compliqué, là. Trouver c'est lequel, le bon, là. J'ai déjà fait une recherche avec mon nom de famille. Il y a plusieurs Lauzons qui sont morts pendant la Deuxième Guerre. Mais c'est vraiment le dossier. On peut voir, il y a même la photo du dossier. C'est le dossier de Armand. Physique, là. Ouais, le dossier c'est vraiment physique. Une photo, là. Fait que là, on a son dossier. La chance Armand, son numéro de matricule. Dans le fond, ce que j'aimerais faire, puis là, je vais passer au travers de son dossier à lui. Il y a 47 pages. Mais c'est pour montrer un peu qu'est-ce qu'on peut trouver dans un dossier militaire, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait avec ça. La même chose, on va avoir pour un peu n'importe quel dossier. Si on va chercher le dossier de son grand-père, qu'on fait venir des archives avec une demande, c'est généralement moins toffé, les gens qui sont pas décédés, il y a moins de documentation qui a été archivée. Mais c'est sensiblement la même chose qu'on va avoir. C'est toujours intéressant. Donc, on regarde. Ici, c'était malheureusement, même les francophones, tout était en anglais. On a le Occupational History Form de l'Armée du Canada, Canadian Active Service Force, le formulaire d'enrôlement. Ça, c'est quand il s'est enrôlé. Donc, on voit, il s'est enregistré avec le Sherbrooke Fusilier Regiment. À pas confondre avec le régiment des fusiliers de Sherbrooke, que mon autre grand-père a participé. Le régiment de fusiliers de Sherbrooke, c'était des forces de fusil, c'est fusilier. Puis mon grand-père lui avait entraîné des gens. C'était un régiment francophone. Le Sherbrooke Fusilier Regiment, c'est des tanks. C'était un régiment anglophone. Le Sherbrooke Fusilier, il a fait partie, il a débarqué en Normandie avec des chars d'assaut pour aider sur Juno Beach. Son numéro de matricule ici, lui, il habitait à Sherbrooke sur la rue Laurier à ce moment-là. Date de naissance 20 mai 1922. Alors, on a dessus la date ici, en 1941. Fait que 22, 41, il y a 19 ans au moment de s'enrôler. Célibataire, il était chauffeur de camion. Nom du plus proche parent, Edgar Lachance. Là, c'est intéressant parce que, étant donné qu'on le connaît, on peut aller regarder c'est qui Edgar Lachance. Edgar, c'est pas son père. Si on regarde, son père est mort en 1933. Sa mère est morte en 1938. Edgar, ça se trouve à être lui ici. L'aîné. Ouais, ben c'est pas le plus vieux. Il y en avait d'autres, mais pas loin qu'il est juste plus proche d'Edgar que des autres. Mais c'est ça, lui, son next of kin, comme il dit en anglais, le plus proche parent,
il avait déclaré Edgar Lachance. On voit sa signature, il y a des trucs avec ça. Là, le dossier, malheureusement, c'est des papiers, c'est pas informatisé, fait que c'est pas nécessairement en ordre. On peut se promener un petit peu dedans, mais ça, on a l'examen médical. Et il n'y a pas de rhumatisme, tuberculose, c'est un soldat correct. Ils font les tests, ils checkent ses oreilles, ses pupilles, l'urine. Il y a, que j'ai pas trouvé, les négatifs pour ses rayons X, on fait des rayons X. Mais c'est ça, fait que ça, on peut trouver ça, il y a son cœur, tout est correct. Puis, avec le test médical, ils vont être classés. La cote ici va influencer sur ce qu'on peut faire dans l'armée. Quelqu'un qui a une cote A peut aller dans l'infanterie parce qu'il est en forme. Quelqu'un qui a une moins bonne cote pourra pas aller dans l'infanterie. Il va pouvoir faire d'autres tâches. C'est quelqu'un qui a pas de bonne vision. Pour être dans l'infanterie, là, il faut que tu sois en forme. Il faut que tu aies tes 10 doigts parce que ça prend un index pour pouvoir tirer d'un fusil. Faut pas que tu aies les pieds plats parce que tu vas être debout longtemps avec un gros poids. Fait que eux autres sont capables, il y a une catégorie A, c'est un gars qui peut aller sur le front pendant plusieurs jours. Il y a des trucs qui sont marqués là-dedans. Mais ça, si on regarde, il y a beaucoup de détails avec lui. La circonférence autour de poitrine, sa vision œil droit, œil gauche 20-20. Son poids, 120 livres. Et il mesurait combien? 5 pieds, 6 pouces et demi. 120 livres, quand même. Ouais. Fait que c'est ça. Là, il marque aussi ce qui peut être bon pour l'identifier à cause qu'il aurait besoin d'identifier un moment donné. Vaccination scar left arm. Tu sais, peut-être ton père, il y avait ça, là, les espèces de, tu sais, sur le bras, le play d'aiguille en même temps, là. Ça, c'était la mode dans ces années-là, là. Scar on inner side of left ankle. Fait qu'il s'était blessé. Puis 1 inch scar abdomen. Ils disent pas pourquoi. C'est probablement genre une appendicectomie, quelque chose dans le genre. Là, on retrouve encore un truc avec ces choses ici, là. Appendicectomie, je crois. Que je dis, appendicectomie ici, avec une date. 9/9/41. Le 9 septembre. Là, ici, Occupational History Form. Ça, c'est qu'est-ce qu'il fait. On voit Armand Lachance, son numéro de matricule. Il était avec le Sherbrooke Fusilier Regiment dans l'armée. State and Finally Leaving School. Lui, il est allé à l'école jusqu'à l'âge de 17 ans. Je le mentionne parce que 17 ans, il est quand même allé à l'école longtemps. La plupart des gens à cette époque-là faisaient genre le 2e ou le 4e année. Et puis, il y a 10 ans de public school, ce qui était exceptionnel. Il y a l'équivalent de diplôme du secondaire de l'époque. Il travaille. Ici, détails sur la famille d'un officier ou d'un soldat. Il décrit un peu qui c'est qu'il y a dans sa famille. C'est le fun, ça peut comme prouver que c'est la bonne personne, là. Oui. Parce que des fois, comme je disais, Joseph Tremblay. Oui. Aussi, entre autres, ça va te permettre de savoir combien il y a de frères et sœurs, parce que des fois, tu connais ton grand-père, tu sais qu'il y a au moins un frère, mais tu sais, dans le fond, il y avait 8. C'est pour des recherches, même si tu recherches pas spécifiquement Armand Lachance, si Armand Lachance est ton grand-oncle, ton arrière-grand-oncle, mais tu vois la famille étendue, c'est même intéressant. Là, on va encore être avec Sherbrooke Fusilier Regiment. Là, il y a pas d'épouse, il est pas veuf. Il n'y a pas d'allocation familiale non réclamée. Tu sais, c'est assez ici, en union libre, non. Votre père vit encore, non. C'est une question qui est avec ça. Votre mère vit encore, non. Ça se fait relativement vite. Fait qu'on va là. Le chevaux de fusil. C'est Service and Casualty Form. Là, moi, j'aimerais qu'on utilise un peu ce temps-là pour voir un peu. Le dossier militaire, il y a beaucoup de ces fiches-là. Ça, c'est tout ce qui existe, mais tout est écrit avec des trucs qu'on comprend pas nécessairement si on n'est pas là-dedans. Parce que, tu sais, ici, TOS comme air de chaude, bid, command, SOS to air de, ça veut dire quoi, ça? Là, on va aller en prendre un. Acronyme. Dossier militaire. Abréviation militaire aussi, dans les dossiers de service. Mais ça se trouve à la Bibliothèque Archives Canada. Là, on va aller regarder SOS qu'on avait tantôt. SOS. Ici, c'est écrit en français, parce que ça parle en français. Rayé de l'effectif, c'est struck off strength, rayé de l'effectif. Lorsqu'un soldat cesse d'être en unité parce que c'est une blessure, qui a été mutilé ou qui est décédé.
Quand tu t'en vas en permission, tu n'es plus sur le strength, donc tu as une note dans ton dossier qui dit Spark of Strength. Le TOS, c'est semblable. TOS. Portée à l'effectif. Ça, c'est Taken on Strength, portée à l'effectif. Donc, ici, on a TOS, TSOS. Ici, il a été transféré au régiment de la Chaudière en 44, enlevé du régiment de la Chaudière, ensuite mis au HR. TOS. Il a été au headquarter. La même date, le 19 octobre, la même date que ouais, la ligne d'en haut. Là, ils se font déplacer, tu sais. Mais, parce que c'est ça, ils vont être transférés. Là, ici, TOS from Régiment de la Chaudière, 25 octobre, Taking of Strength. Et la date ici, 25 octobre 44, est quand même intéressante. Mais Army Form Order, ça a été marqué en novembre. Là, ici, Lost, là, ici, il est porté décédé le 24 octobre. Donc, on est rendu à la 9e page de son dossier, puis déjà, on voit, il a été porté décédé. Mais il y a plein d'autres affaires qui vont se porter autour de ça. Si on regarde, là, tout ce qu'il a fait comme transfert dans l'année, dans son entraînement, le transport. Là, ici, il y a des notes sur manuscript, des notes qui sont dactylographiées. Il y avait beaucoup, tu avais des secrétaires et des dactylos sur le champ de bataille à l'époque, quand même. Un TOS ici, Taking on Strength. Ici, on a enlevé, remis. En date du 2 janvier 44, on voit qu'il a été décerné la médaille canadienne du service volontaire avec la broche qui indique qu'il a été déployé à l'étranger. Ici, on parle, il a changé l'adresse de son next of kin, de son successeur, parce que il doit avoir déménagé. Checker un petit peu. Quand il se fait transporter, embarqué à John's, Newfoundland, ici, tu vas sûrement avoir un débarquement qui vient avec ça. Il a été awardé ici le 2 juillet 42, il y a 14 journées de congé. Puis pour avoir son 14 journées de congé, il a donné 3 jours de salaire. Probablement qu'il y avait moins de jours de ça qu'il pouvait être en permission. Il est parti 2 semaines quand il est parti. Souvent, il était sur une charge utile, soit entraînement ou sur le front pendant un bout de temps, parce que des fois, il y avait des congés. Ici, on voit, il a été embarqué le 9 juin en Angleterre. Il a débarqué le 10 juin en France. Qu'est-ce qui se passe en France en juin 44, Eric? On s'approche là pas mal du débarquement de Normandie. Le débarquement de Normandie le 6 juin. Lui, il débarque en Normandie le 10 juin. C'est-à-dire qu'il est renforcement jour J plus 4. Là, on s'entend qu'au jour J, on a des pertes. Au jour J plus 1, on a des pertes. On a avancé beaucoup sur le territoire français. L'objectif, c'est de garder le territoire français. Fait que lui, il est à ce moment-là, on regarde ici, aire de chaude, régiment de la Chaudière. Le régiment de la Chaudière, ça, c'est le régiment canadien-français qui faisait partie des forces de débarquement sur Juno Beach. Donc là, quand il était là, Major, il était dans le régiment de la Chaudière. Quand on parle de Léo Major, là, le héros de guerre, le borgne canadien-français, le Rambo québécois, était dans le régiment de la Chaudière. Fait que lui, ça va en renforcement pour le régiment de la Chaudière. Il s'est battu, probablement, avec Léo Major dans certains fronts. Fait que là, si Léo Major était là, il n'y avait pas eu grand-chose à faire, finalement, lui, là. Peut-être pas cette journée-là. Mais c'est ça, c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Là, on voit où est-ce qu'il est, les dates. Puis, malheureusement, c'est pas mal. Pour bien faire ça, là, ensuite, tu prends ces documents-là, tu les remets dans l'ordre pour avoir une meilleure idée. Il y a des trous, c'est pas tout qui est dans le document, mais ça donne une bonne idée de ce qui se passe. Là, ici, on a le Service and Casualty Form. Là, c'est ça qui est un peu étrange. On sait que quand il est mort, il était dans le régiment de la Chaudière. On voit ici que c'est le 27e Army Tank Regiment. Ici, c'est je pense que c'est le Sherbrooke fusilier, mais le temple est comme pas complet.
C'est un peu spécial. Le Place of Birth, Spring Hill, parce que la chance, là, comme mon grand-père, il était dans Spring Hill, la même place que ma grand-mère a habité. À un certain moment dans la guerre, il y a beaucoup de gens dans Spring Hill qui sont pas très loin. C'est vraiment dans la guerre. J'ai vu un article une fois qui disait que Spring Hill était la ville au Canada où tu avais, par rapport à la population, le plus gros taux d'enrôlement pour l'effort de guerre. Okay. Juste moi, tu sais, si on prend Armand Audet, lui ici, son frère, mon grand-père, Floribert, plus mes deux grands-oncles, excuse, ça fait Hubert et Armand Audet, ça fait 4 personnes déjà, juste dans mon entourage poche. La population était pas grosse dans Spring Hill. Spring Hill? Oui, Spring Hill, en comté de Frontenac. Ça n'existe plus ce nom-là. Les gens sont comme, c'est quoi Spring Hill? La ville a changé de nom. Il y a eu un effort des années 50-60 pour franciser les noms des cantons de l'Est parce que la population était plus du tout anglophone. Fait que maintenant, Spring Hill, ça s'appelle Nantes. Je fais saluer les gens de Nantes. Nantes qui était juste à côté de Mégantic. Ceux qui se souviennent de la tragédie du train de Mégantic, le train, le soir, il était stationné à Nantes. Il était stationné à Spring Hill. Ça vous met un peu en place où est-ce que c'est. Là, moi, je trouve toujours ça intéressant. On s'entend, le gars, il a fait l'école en français, il parle français, son dossier militaire, on voit, tout est écrit en anglais. Et c'était souvent comme ça. Mm. Et quand c'est écrit en français, tu constateras que c'est écrit en tour et plus petit. Ouais. Là, c'est toujours drôle parce qu'il y a plusieurs dossiers qui se trouvent ensemble. Là. Ici, on peut voir embarquement à Ottawa, débarquement à Newfoundland. Il a été entraîné, il a été envoyé à Newfoundland, ensuite il a été envoyé en Angleterre, ensuite il a été envoyé en France. Ici, c'est pas toujours lisible. Là. Il est encore private, il a été private jusqu'à ce qu'il décède. Il n'est pas littéralement autre chose. Je sais pas, il y a une augmentation sur son salaire. Probablement à cause qu'il avait passé une étape d'entraînement. Ici, il était avec le 27e Armored Regiment. Ça, c'est tous des régiments qui étaient anglophones. Ici, il avait été envoyé probablement qu'il était camionneur, il devait parler un peu d'anglais, mais c'est un peu de formation en anglais. Puis c'est pour ça qu'il s'était enrôlé puis qu'il était dans un régiment anglophone. Pendant la guerre, il y avait un problème avec les régiments francophones, c'est que il essaie de pas mélanger les anglophones dans les francophones parce qu'il voulait que les francophones puissent avoir les instructions en français. C'est un peu normal quand tu dis ton soldat, il y a une deuxième année puis il n'a jamais parlé anglais de sa vie, tu peux pas seulement donner les ordres en anglais pendant que c'est critique sur un champ de bataille. Mais il y avait de la misère à augmenter les effectifs parce que t'as une population francophone, une population anglophone, puis il y a certains des francophones qui allaient dans les régiments anglophones. Fait que t'avais pas tout le temps assez d'effectifs francophones pour augmenter tu sais, tous les régiments avaient un peu ce problème-là, c'était long avant d'avoir. Ce qui donnait certains problèmes parce que il était souvent en sous-effectif. Fait qu'il essaie de faire des missions, c'est pas pratique. Là, ici, c'est intéressant, on parle en janvier 44, on se souvient, le jour J, c'est en juillet 44. Là, ici, on le voit, il est transporté pour aller vers le Newfoundland ici. Juin 44. Ouais, ici, on est en 41. Là, ici, en 43, il est au UK. Il est transféré, il est dans un nouveau régiment. Là, ici, en octobre 43, ben, il était dans le 15e Girls Club, il s'était blessé, mais je suis pas capable de dire c'était clairement. C'est peut-être une maladie quelconque. Là, on arrive ici, il y a, en janvier 44, c'est là parce qu'il est est à l'étranger, il est pas au Canada. Fait que son Canadian Volunteer Service Medal, awarded Volunteer Medal and Class. La médaille de service volontaire canadien avec la broche qui dit qu'il est allé à l'étranger d'ici. Là, en mars, mai, ce qui est intéressant, c'est que il se fait avec le régiment de la Chaudière, là, en juin, juillet. Il a été transféré juste avant d'aller en Normandie. Il est décédé sous l'uniforme du régiment de la Chaudière, mais un mois avant, il n'était pas dans le régiment de la Chaudière. Ça, c'est la réalité de beaucoup de soldats.
vont se faire transférer. Donc, ça c'est l'essentiel de ce que tu as dans un dossier normal militaire. Moi, j'ai des dossiers, j'ai fait venir les dossiers de mes deux grands-oncles, de mon grand-père, puis de mon grand-père. Puis ça ressemble tout à ça. Il y a aussi les papiers de décharge. Dans le cas présent, il n'y a pas de papier de décharge parce qu'on l'a vu tantôt, il est décédé. Mais quelque chose qui est nouveau, on va voir, puis ça, on va présenter une autre fois, c'est toute la correspondance. Parce que là, si la personne est décédée, il y a les envois qui vont avec ça. Le gouvernement qui dit à la famille, ben tu sais, votre proche a été perdu au combat. Toute la succession qui vient avec ça. On voit, on est encore à la page 16 du dossier. Mais on a beaucoup de choses qui vont sur après son décès. On va en parler une autre fois. Je suis curieux de savoir s'il y en a qui avaient déjà fait ces recherches-là ou sinon s'il y en a qui ont appris à faire ces recherches-là puis qui auraient trouvé là, des informations intéressantes là, sur leurs ancêtres ou sur de la parenté proche là, de leurs ancêtres. Écrivez-nous ça en commentaire. Sinon, Eric, toi, ces temps-ci, tu fais pas juste de la recherche généalogique. Je pense que tu écrit un peu, hein? Oui, ben en fait, ça fait longtemps. Moi, au début que j'ai commencé à raconter moi mes ancêtres, je trouvais qu'il manquait d'histoires des gens peu connus, mais qui sont très importants puisque ce sont nos ancêtres. Hein. On n'a qu'à penser à des Jean Guyon, à des Robert Giffard, à des Zachary Cloutier, les frères Boucher qui ont habité Québec. Puis je voulais écrire un roman qui se passe à Québec dans les débuts, mais qui est vu parce que bon, cette histoire-là quand même est quand même bien documentée là, les débuts de la ville de Québec. Mais on parle souvent de Champlain, on parle de Gravé-du-Pont, on parle de des personnages qui ont été importants. On les connaît pas. Mais on les connaît pas tant que ça. Champlain, on le connaît quand même pas pire. Mais les autres, là, des Jean Nicolet, des Marcellet, on les connaît pas tant que ça, mais ils ont eu leur importance. Puis je voulais que ça soit un roman qui soit écrit de façon à ce que ça soit la vision des habitants de la ville de Québec. Bon, entre autres, aussi Louis Hébert, évidemment, Guillaume Couillard, son gendre. Puis bon, c'est des gens qui... Là, je viens de nommer un paquet de noms que vous allez dire, Colin, c'est mon ancêtre, lui avec, peut-être lui, tu sais. Puis bon, même si on descend pas par le patronyme, c'est des gens qui sont nos ancêtres d'une façon ou d'une autre. Là, ou il y a une bonne chance que tu aies un de tes ancêtres là. Dans tous ceux que je viens de nommer, là, il y a des très bonnes chances que tu en aies au moins un là-dedans. Si tu es chanceux ou malchanceux ou que tu t'en as pas, mais c'est clair que tes ancêtres ont côtoyé ces gens-là. Ces gens-là ont façonné la vie du début de la colonie. C'est important pour la colonie. Donc, la raison pour laquelle on a les endroits qu'on a maintenant, c'est que ces gens-là sont passés avant nous. Exactement. Puis là, bon, ben écoute, moi, j'ai écrit ça, puis je veux vous partager le premier chapitre, hein, le premier chapitre qui parle de 1603, la grande tabagie qu'il y a eu à Tadoussac, qui est d'une importance capitale, puisque bon, c'est là où est-ce que il va y avoir une alliance entre les Français et les Autochtones qui va faire en sorte qu'on va pouvoir éventuellement s'établir à Québec. Le lieu où le fleuve rétrécit, Québec, avec un K qu'on l'écrivait à l'époque. Alors, je vous présente ça, puis on en discutera après. Là, tu me diras qu'est-ce que tu en penses, Yann. Québec, terre de promesses, la saga des premiers colons. Chapitre 1. L'expédition de Gravé-du-Pont. L'aube du 15 mars 1603 se levait timidement sur le port de Honfleur, baignant les quais d'une lumière pâle et hésitante. Une brume légère flottait sur les eaux calmes, enveloppant les navires amarrés d'un voile mystérieux qui semblait les surprendre entre deux mondes. Les cris des mouettes et le clapotis des vagues contre les coques des bateaux brisaient le silence du matin, créant une symphonie marine familière aux hommes de mer. Gravé-du-Pont, capitaine expérimenté aux yeux perçants et à la barbe grisonnante,
se tenait droit sur le quai, scrutant l'horizon avec détermination. Ces années passées en mer avaient gravé sur son visage tanné les marques du temps et de l'expérience, mais n'avaient en rien diminué la flamme d'aventure qui brillait dans son regard. À ses côtés se tenait Samuel de Champlain, un jeune homme de 36 ans au port altier et au visage encore lisse, fraîchement revenu d'une mission secrète en Amérique espagnole. Champlain dégageait une aura de confiance mêlée d'une curiosité insatiable. Le port s'animait peu à peu autour d'eux. Les marins commençaient leur journée de labeur. L'odeur âcre du goudron et le parfum salé de la mer se mêlaient dans l'air frais du matin, créant une atmosphère si particulière des villes portuaires à l'aube d'un grand départ. « Êtes-vous prêt pour cette aventure, Samuel? » demanda Gravé-Dupont, brisant le silence méditatif qui régnait entre eux. Sa voix grave portait le poids de nombreux voyages et de responsabilités à venir. Champlain tourna son regard vers son mentor, un mélange d'excitation et d'appréhension dans ses yeux clairs. Il prit une profonde inspiration, comme pour rassembler ses pensées avant de répondre. « Plus que jamais, monsieur, » dit-il d'une voix ferme. « Mon expérience en Amérique espagnole m'a ouvert les yeux sur les possibilités infinies de ce nouveau monde. J'ai vu des terres d'une beauté à couper le souffle, des richesses inimaginables, mais aussi des défis que nous devrons relever avec sagesse et humanité. » Gravé-Dupont hocha la tête, une lueur d'approbation dans le regard. « J'ai entendu parler de votre bref discours, » remarqua-t-il, une pointe d'admiration dans la voix. « Le roi lui-même a été impressionné par vos observations. Vos talents d'observateur et de cartographe seront précieux pour notre expédition. » Champlain sourit modestement, passant une main dans ses cheveux bruns ébouriffés par la brise marine. « J'ai simplement rapporté ce que j'ai vu, monsieur. Les richesses de ces terres sont immenses, c'est vrai, mais j'ai aussi été témoin de la cruauté des Espagnols envers les peuples autochtones. » Son visage s'assombrit à se souvenir. « Nous devrons faire mieux. Nous avons l'opportunité de créer quelque chose de nouveau, de juste dans ces terres lointaines. » Alors qu'ils montaient à bord de la Bonne Renommée, le navire qui allait les porter vers l'inconnu, Champlain poursuivit, son enthousiasme grandissant à mesure qu'il parlait. « J'ai observé attentivement leurs techniques de navigation, leurs méthodes de colonisation. Nous pouvons apprendre de leurs erreurs et de leurs succès. Imaginez, Monsieur Dupont, une colonie où Français et Autochtones vivraient en harmonie, échangeant connaissances et ressources pour le bénéfice de tous. » Gravé-Dupont écoutait attentivement, impressionné par la vision et l'idéalisme de son jeune compagnon. Il allait répondre lorsqu'un marin s'approchait d'eux, interrompant leur conversation. « Capitaine, annonça-t-il, tous les navires sont chargés. Les hommes sont à leur poste. Nous sommes prêts à appareiller. »« Excellent, » répondit Gravé-Dupont, sa voix résonnant d'autorité. Il jeta un dernier regard vers la ville qui s'éveillait derrière eux, puis se retourna vers l'horizon prometteur. « Levez l'ancre, » ordonna-t-il. « Nous partons pour le Nouveau Monde. » Alors que le navire commençait lentement à s'éloigner du quai, Champlain sentit son cœur s'accélérer. Une nouvelle aventure commençait, pleine de promesses et de dangers. Il ne le savait pas encore, mais ce voyage allait changer le cours de sa vie et l'histoire d'un continent tout entier. Pendant la traversée, qui dura plus de 2 mois, Champlain passa de longues heures à discuter avec les membres de l'équipage, partageant ses expériences et ses espoirs pour cette nouvelle expédition. Les journées en mer étaient rythmées par la tâche quotidienne des marins, mais aussi par des moments de calme propices aux échanges et à la réflexion. Champlain était particulièrement intéressé par les 2 jeunes montagnais qui les accompagnaient, ramenés en France lors d'un précédent voyage. Il passait beaucoup de temps avec eux, cherchant à en apprendre davantage sur leur culture et leur vision du monde. Un jour, alors que le soleil se couchait sur l'horizon, peignant le ciel de teinte orangée, Champlain s'approcha de l'un d'eux, nommé Domagaya. Le jeune homme était accoudé au bastingage, le regard perdu dans l'horizon. « Dites-moi, Domagaya, » demanda Champlain avec curiosité, « comment trouvez-vous notre pays? Qu'avez-vous pensé de votre séjour en France? » Le jeune homme se tourna vers Champlain, son visage reflétant un mélange de curiosité et de nostalgie. Il prit un moment pour rassembler ses pensées avant de répondre. « Votre monde est étrange pour nous, monsieur de Champlain, » dit-il finalement. « Vos villes sont grandes et bruyantes, remplies de tant de gens et de bâtiments que j'en ai eu le vertige. Vos coutumes sont si différentes des nôtres, la façon dont vous vous habillez, dont vous mangez, dont vous priez votre Dieu. C'est fascinant, mais aussi déroutant. » Il fit une pause, son regard se perdant à nouveau dans l'immensité de l'océan. « Mais malgré toutes ces merveilles, nous sommes impatients de revoir notre terre.
Les forêts nous manquent, le son de nos rivières, l'odeur de nos pins. C'est là que sont nos racines. Champlain hocha la tête compréhensif. Il lui avait même ressenti ce mélange d'émerveillement et de mal du pays lors de ses voyages. Je comprends, Domagaya. Chaque peuple a sa propre beauté, sa propre sagesse. Je suis sûr que vos connaissances nous seront précieuses une fois arrivées. Vous pourrez nous aider à mieux comprendre votre peuple, à établir des liens plus forts entre nos nations. Le jeune montagnais sourit, appréciant la sincérité de Champlain. Nous ferons de notre mieux pour vous guider, monsieur. Notre peuple a beaucoup à offrir, tout comme le vôtre. Ses conversations avec Domagaya et son compagnon étaient précieuses pour Champlain. Elles lui permettaient non seulement d'en apprendre davantage sur les montagnais, mais aussi de réfléchir à la meilleure façon d'établir des relations durables et mutuellement bénéfiques avec les peuples du Nouveau Monde. La traversée n'était cependant pas toujours calme et propice à la réflexion. Un soir, alors que la tempête faisait rage, secouant violemment le navire, un jeune matelot s'approcha de Champlain. Le garçon, qui n'avait pas plus de 16 ans, était visiblement effrayé, son visage pâle à la lueur des lanternes qui se balançaient au rythme des vagues. « Monsieur, dit-il d'une voix tremblante, couvrant à peine le hurlement du vent. Croyez-vous que nous survivrons à cette traversée? Je n'ai jamais vu de mer aussi déchaînée. » Champlain regarda le jeune homme avec compassion. Il se souvenait de sa propre première traversée, de la peur qui l'avait saisi face à la puissance de l'océan. Il posa une main rassurante sur l'épaule du garçon. « Aie confiance, mon garçon, » dit-il d'une voix calme et ferme. « J'ai traversé des mers bien plus tumultueuses que celle-ci. Notre navire est solide, construit pour résister à de telles tempêtes. Et notre équipage est l'un des plus expérimentés que j'ai jamais vus. Regarde comme le capitaine Gravé-Dupont dirige le navire avec assurance. » Il fit une pause, laissant ses paroles pénétrer l'esprit du jeune marin. « De plus, ajouta-t-il avec un sourire encourageant, je te promets que bientôt nous verrons les côtes du Nouveau Monde. Et crois-moi, la vue de cette nouvelle terre vaut bien quelques nuits agitées en mer. » Ces mots, prononcés avec une confiance tranquille, semblèrent apaiser le jeune matelot. Ses épaules se détendirent légèrement, et un faible sourire apparut sur son visage. « Merci, monsieur de Champlain, dit-il. Vos paroles me donnent du courage. » Le garçon retourna à son poste avec un peu plus d'assurance, prêt à affronter la tempête avec une détermination renouvelée. Champlain le regarda s'éloigner, satisfait d'avoir pu apaiser ses craintes. Il savait que chaque membre de l'équipage, du plus expérimenté au plus novice, jouait un rôle crucial dans le succès de leur expédition. Les jours et les nuits se succédèrent, mêlant moments calmes et périodes de tempête. Champlain passait son temps à observer la mer, à discuter avec l'équipage et les passagers et à peaufiner ses plans pour l'exploration à venir. Il tenait un journal détaillé de leur voyage, notant ses observations sur les courants, les vents et les étoiles qui les guidaient. Enfin, après 66 jours de voyage, alors que le soleil se levait sur une mer d'huile, un cri retentit du haut du mât. « Terre! Terre en vue! » L'excitation était palpable parmi l'équipage alors que la bonne renommée approchait de la côte. Le 26 mai, ils jetèrent l'ancre dans les eaux calmes de Tadoussac. Champlain fut le premier à mettre pied à terre, suivi de près par Gravé-Dupont. L'odeur des pins et la fraîcheur de l'air les enveloppèrent, leur rappelant qu'il avait enfin atteint le Nouveau Monde. Sur la rive, un groupe de guerriers montagnais les attendait, menés par leur chef Anadabidjou. Champlain s'avança, prêt à entamer ce nouveau chapitre de son aventure en Amérique du Nord. « Bienvenue sur nos terres, » déclara Anadabidjou par l'intermédiaire de Domagaya. La voix du chef était empreinte de dignité et de curiosité. « Que nous vaut l'honneur de votre visite? » Gravé-Dupont s'inclina respectueusement, conscient de l'importance de ce premier contact officiel. « Grand chef Anadabidjou, nous venons en paix dans l'espoir d'établir des relations amicales et commerciales avec votre peuple. Nous sommes ici pour explorer ces terres, apprendre de votre sagesse et peut-être, si vous nous le permettez, établir un comptoir commercial. » Champlain, debout aux côtés de Gravé-Dupont, observait attentivement la scène. Il était fasciné par la présence d'Anadabidjou et la richesse des ornements qui décoraient sa tenue cérémonielle. Anadabidjou hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. « Vous arrivez à un moment propice. Nous célébrons aujourd'hui une grande victoire contre nos ennemis les Iroquois. Votre présence pourrait être un signe favorable du grand esprit. » Il fit une pause, son regard scrutant les visages des Français. « Joignez-vous à nous pour la tabagie.
C'est lors de cette cérémonie sacrée que nous pourrons discuter plus en détail de vos intentions et de notre possible alliance. Champlain, fasciné par cette invitation inattendue, échangea un regard avec Gravé-Dupont avant de répondre avec enthousiasme. « Nous serions honorés de participer à votre célébration, grand chef. C'est une opportunité pour nous de mieux comprendre vos coutumes et de renforcer les liens entre nos peuples. » L'étabégie se déroulait dans une tente, ou chapoutoine, richement décorée de peaux d'animaux et de symboles tribaux. L'air était chargé d'odeurs âcres du tabac et des herbes aromatiques brûlées pour l'occasion. Champlain et Gravé-Dupont furent conduits à des places d'honneur aux côtés d'Anadabidjou et d'autres chefs alliés des nations algonquines et Etchemin. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette cérémonie sur votre récente victoire? Demanda Champlain, les yeux brillants de curiosité. Anadabidjou semblait apprécier l'intérêt sincère de Champlain. L'étabégie est notre manière de célébrer les grands événements et de renforcer nos alliances. Aujourd'hui, nous célébrons une victoire décisive contre les Iroquois. Le chef fit une pause, son visage s'assombrissant légèrement. Les Iroquois sont nos ennemis depuis des générations. Ils viennent du sud, de l'autre côté du grand fleuve, et cherchent constamment à étendre leur territoire vers le nord. Un autre chef, que Domagaya présenta comme étant Tesswat, chef des Algonquins de l'île, prit la parole. Cette guerre n'est pas seulement pour le territoire. C'est une lutte pour notre survie même. Les Iroquois sont nombreux et féroces. Ils ont des alliances avec d'autres nations puissantes au sud. Champlain écoutait attentivement, comprenant que cette information était cruciale pour la stratégie française en Amérique du Nord. « Comment avez-vous réussi à les vaincre cette fois-ci? » demanda-t-il. Anadabidjou sourit avec fierté. « Grâce à notre alliance avec les Algonquins et les Etchemin, nous avons uni nos forces et nos stratégies. Nos guerriers ont tendu une embuscade à un groupe de guerriers iroquois qui s'aventuraient trop loin dans nos terres. Nous avons capturé plusieurs de leurs chefs et tué de nombreux guerriers. » Le chef fit signe à l'un de ses guerriers qui apporta un grand calumet richement décoré. Anadabidjou le remplit soigneusement d'un mélange de tabac et d'herbe, puis l'alluma avec une braise du feu central. « Ce calumet est sacré, » expliqua-t-il. « En le partageant, nous scellons notre amitié et notre alliance. Si vous fumez avec nous, vous serez considérés comme des alliés, liés par les mêmes obligations et bénéficiant des mêmes protections que nos autres alliés. » Champlain comprit l'importance de ce geste. Il échangea un regard avec Gravé-Dupont, qui hocha imperceptiblement la tête. Champlain prit alors le calumet avec respect et imita le geste du chef, inhalant la fumée âcre. Il réussit à ne pas tousser, ce qui semble impressionner les Amérindiens présents. « Vous avez l'esprit fort, Samuel de Champlain, » dit Anadabidjou avec approbation. « Vous ferez un bon allié. » La cérémonie se poursuit avec des chants et des danses. Les guerriers montagnais algonquins et etchemin racontèrent leurs exploits contre les Iroquois, mimant les combats avec une intensité qui fascinait Champlain. Il observait attentivement chaque détail, posant de nombreuses questions à Anadabidjou et aux autres chefs sur leurs tactiques de guerre et leurs coutumes. « Vos guerriers sont impressionnants, » remarqua Champlain. « Comment formez-vous vos jeunes au combat? » Anadabidjou expliqua alors le système d'éducation des jeunes guerriers, basé sur l'observation, l'imitation et des rites de passage rigoureux. Dès leur plus jeune âge, nos garçons apprennent à chasser, à pister et à se déplacer silencieusement dans la forêt. Ils s'entraînent au tir à l'arc et au maniement du tomahawk. Mais le plus important, c'est qu'ils apprennent la valeur du courage, de l'honneur et de la loyauté envers leur peuple. Champlain écoutait attentivement, conscient que ces informations pourraient être précieuses pour établir de futures alliances et pour comprendre les dynamiques complexes entre les différentes nations amérindiennes. Pendant ce temps, Gravé-Dupont discutait avec d'autres chefs des possibilités de commerce. « Nous sommes particulièrement intéressés par vos fourrures, » expliqua-t-il. « En échange, nous pouvons vous offrir des outils en métal, des tissus et d'autres marchandises européennes qui pourraient vous être utiles. » Les chefs semblaient intéressés par cette proposition. L'un d'eux, nommé Bégora, demanda « Ces outils en métal sont-ils vraiment plus efficaces que nos outils traditionnels? » Gravé-Dupont sortit un couteau de sa ceinture et le tendit à Bégora. « Voyez par vous-même. Cette lame peut couper plus facilement et dure plus longtemps que vos outils en pierre. » Bégora examina le couteau avec intérêt, testant son tranchant sur un morceau de bois. Ses yeux s'écartillèrent d'admiration. De tels outils nous seraient très utiles pour la chasse et la construction de nos canaux.
La discussion se poursuivit, abordant les différents types de fourrures que les Amérindiens pourraient fournir, les quantités potentielles et les marchandises européennes qui les intéressaient le plus. Gravé-Dupont était satisfait de voir que les bases d'un commerce mutuellement bénéfique semblaient se dessiner. La tabagie se poursuit plus tard dans la nuit. Au fur et à mesure que la cérémonie avançait, Champlain sentait qu'un lien se créait entre les Français et les nations amérindiennes présentes. Il comprenait l'importance de ce moment pour l'avenir de l'expédition et potentiellement pour l'établissement d'une présence française durable en Amérique du Nord. Vers la fin de la cérémonie, Anadabijou se tourna vers Champlain et Gravé-Dupont. « Mes frères français, dit-il solennellement, cette nuit nous avons partagé le calumet de la paix. Nous avons écouté vos paroles et vous avez écouté les nôtres. Je propose que nous formalisons notre alliance. » Champlain encore échangea un regard avec Gravé-Dupont, qui hocha de la tête en signe d'approbation. « Nous serions honorés, grand chef, » répondit Champlain. « Comment procédons-nous? » Anadabijou expliqua alors le rite de l'alliance. Chaque partie devait échanger un objet symbolique et prononcer un serment d'amitié et de soutien mutuel. Champlain offrit son épée, symbole de la force militaire française, tandis qu'Anadabijou présenta un wampum, ceinture de perles sacrées pour les nations amérindiennes de la région. Par ce wampum, déclara Anadabijou, nous nous engageons à vous considérer comme nos frères, à vous accueillir sur nos terres et à vous soutenir contre vos ennemis. Nous vous autorisons à établir un comptoir sur nos terres à l'endroit qu'on appelle Québec. En échange, nous attendons de vous que vous respectiez nos coutumes, que vous commerciez équitablement avec nous et que vous nous assistiez dans notre lutte contre les Iroquois. Champlain tenant l'épée répondit, « Par cette épée, nous jurons de respecter vos coutumes, de commercer équitablement avec vous et de vous soutenir dans vos conflits. Nous sommes reconnaissants de votre autorisation d'établir un comptoir à Québec et nous nous engageons à être de bons voisins et alliés. » Les deux hommes échangèrent les objets, scellant ainsi l'alliance entre les Français et les nations amérindiennes présentes. Des acclamations s'élevèrent dans l'attente, marquant l'importance historique de ce moment. Tessouat, le chef algonquin, s'avança alors. « Cette alliance nous rend plus forts face à la menace iroquoise. Avec vos armes et notre connaissance du territoire, nous pourrons mieux défendre nos terres. » Champlain acquiesça tout en restant prudent. « Nous sommes honorés de votre confiance. Cependant, nous devons aussi chercher à établir des relations pacifiques avec toutes les nations de cette terre, y compris les Iroquois, si possible. La paix profiterait à tous. » Cette déclaration suscitait des murmures parmi les chefs amérindiens. Anadabijou finit par prendre la parole. « Vos paroles sont sages, Champlain, mais sachez que la paix avec les Iroquois ne sera pas facile à obtenir. Ils sont fiers et belliqueux. Néanmoins, si vous pouvez y parvenir, vous aurez accompli un grand exploit. » Plus tard dans la soirée, Champlain confia ses impressions à Gravé-Dupont. « Cette alliance pourrait être la clé de notre succès ici, » dit-il avec enthousiasme. Les Montagnais, les Algonquins et les Etchemins ont une connaissance inestimable de ces terres et de leurs ressources. Leur autorisation d'établir un comptoir à Québec est un grand pas en avant pour nos projets. Gravé-Dupont acquiesça. « Vous avez raison, Samuel. Mais n'oubliez pas que cette alliance nous engage aussi. Nous devrons être prudents dans nos relations avec les autres nations amérindiennes, en particulier les Iroquois. Notre implication dans leur conflit pourrait avoir des conséquences à long terme que nous ne pouvons pas encore prévoir. » Champlain hocha la tête, conscient des implications diplomatiques de leur nouvelle alliance. C'est un équilibre délicat que nous devrons maintenir. Nous devons honorer notre alliance tout en cherchant à établir des relations pacifiques avec toutes les nations de cette terre. Ce ne sera pas facile, mais je crois que c'est la meilleure voie pour établir une présence française durable ici. Alors que la nuit avançait, Champlain ne pouvait s'empêcher de penser à l'avenir. Cette alliance ouvrait de nombreuses possibilités, mais apportait aussi son lot de défis. Il savait que les années à venir seraient cruciales pour l'établissement de la présence française en Amérique du Nord et que les relations avec les nations amérindiennes joueraient un rôle central dans le succès ou l'échec de cette entreprise. Le lendemain matin, alors que le soleil se levait sur le majestueux Saint-Laurent, Samuel de Champlain se tenait sur la rive escarpée, contemplant le site qui deviendrait bientôt le cœur de la Nouvelle-France, Québec. L'endroit, dont le nom signifiait « là où le fleuve se rétrécit » en langue algonquine, offrait une position stratégique incomparable.
Les falaises abruptes du Cap Diamant surplombaient le fleuve, offrant une défense naturelle et un point d'observation idéal. Champlain était rempli d'un mélange d'espoir et de détermination. Il avait déjà participé à plusieurs expéditions en Amérique du Nord, notamment en Acadie avec Sieur de Monts, mais cette fois-ci était différente. Il était chargé par le roi Henri IV lui-même de fonder un établissement permanent, une tâche qui allait bien au-delà de la simple exploration. « Ce lieu sera le berceau de notre nouvelle colonie, » murmura-t-il, ses yeux balayant le paysage. Il imaginait déjà les bâtiments qui s'élevèrent ici, les champs cultivés, les navires amarrés dans le port naturel. Mais il était également conscient des immenses défis qui l'attendaient. Le climat rigoureux, la distance avec la France, les relations complexes avec les nations autochtones. Les jours suivants furent consacrés à une exploration méticuleuse de la région. Champlain, connu pour sa rigueur et son attention aux détails, cartographiait chaque baie, chaque rivière, chaque montagne avec une précision remarquable. Ces cartes, qui seraient plus tard publiées en France, allaient devenir des outils essentiels pour les futurs explorateurs et colons. Mais Champlain ne se contentait pas d'observer le paysage. Il passait de longues heures à discuter avec les montagnais et les Algonquins, s'efforçant d'apprendre leur langue et de comprendre leurs coutumes. Il était convaincu que la réussite de la colonie dépendrait en grande partie des bonnes relations avec ces peuples. Un jour, alors qu'il travaillait sur une de ses cartes, assis sur un rocher surplombant le fleuve, un jeune Algonquin s'approcha, intrigué par son activité. « Que fais-tu? » demanda le jeune homme dans sa langue, ses yeux fixés sur le papier couvert de lignes et de symboles étranges. Champlain, qui commençait à maîtriser quelques mots d'algonquin, répondit du mieux qu'il put. « Je dessine votre terre, » expliqua-t-il, montrant la carte du doigt. Le jeune Algonquin examina attentivement le dessin, puis pointa à un endroit précis. « Ici, dit-il, il y a une grande chute d'eau, très dangereuse. Nous l'appelons Kabirkouba. » Champlain nota soigneusement cette information, reconnaissant de cette aide inattendue. Il réalisa une fois de plus combien la connaissance locale des Amérindiens serait précieuse pour l'exploration et la colonisation future. Le 11 juin 1603, l'expédition entama la remontée du Saint-Laurent. Champlain fut émerveillé par la grandeur des paysages qui se dévoilaient à chaque tournant du fleuve. Les forêts denses s'étendaient à perte de vue, entrecoupées de rivières cristallines et de montagnes majestueuses. Un jour, alors que leur embarcation glissait silencieusement sur les eaux calmes, Champlain ne put contenir son enthousiasme. « Monsieur Dupont, s'exclama-t-il, regardez cette terre, elle est si vaste, si riche. Imaginez ce que nous pourrions y bâtir. Des villes, des ports, des fermes. Nous pourrions créer ici une nouvelle France, plus grande et plus prospère que l'ancienne. » Gravé-Dupont sourit devant l'enthousiasme du jeune homme. « Patience, Samuel, » répondit-il avec sagesse. « Rome ne s'est pas faite en un jour, mais je partage ton optimisme. Cette terre a un grand potentiel, c'est indéniable. Cependant, n'oublie pas que nous ne sommes pas les premiers ici. Nous devrons composer avec ces peuples qui habitent ces terres depuis des millénaires. » Le 3 juillet, ils atteignirent le site de l'ancien Stadacone, où Jacques Cartier avait hiverné en 1535-1536. Champlain fut immédiatement frappé par la beauté du lieu et sa position stratégique. Le promontoire offrait une vue imprenable sur le fleuve, tandis que les terres environnantes semblaient fertiles. « C'est ici, » murmura Gravé-Dupont, ses yeux brillants d'excitation. « C'est ici que nous devrions établir notre habitation principale. Le site est parfait, facile à défendre avec un bon port naturel et des terres qui semblent propices à l'agriculture. » Gravé-Dupont hocha la tête, pensif. « Tu as raison, Samuel, l'endroit est idéal, mais n'oublions pas que notre mission actuelle est d'explorer et d'établir des contacts. La colonisation viendra plus tard, si le roi le décide. Pour l'instant, concentrons-nous sur la cartographie et les relations avec les Amérindiens. » Le 16 juillet, l'expédition atteignit l'île de Montréal. Champlain fut immédiatement séduit par la beauté de l'île et son potentiel stratégique. Les rapides qui entourent l'île rendaient la navigation difficile, mais Champlain y vit un avantage. Cela fera de l'île un point de passage obligé pour le commerce des fourrures. « Monsieur Dupont, dit-il avec excitation, cet endroit serait parfait pour établir un comptoir de traite. Il est situé au carrefour de plusieurs routes de commerce amérindiennes. De plus, les rapides obligeront les commerçants à s'arrêter ici.
nous pourrions contrôler tout le commerce des fourrures de l'intérieur des terres. Gravé-du-Pont acquiesça, encore impressionné par l'analyse de Champlain. Tu as l'œil, Samuel. C'est en effet un emplacement stratégique. Nous devrons en parler au roi à notre tour. Mais n'oublions pas que les Iroquois ne sont pas loin. Établir un poste ici ne sera pas sans danger. Alors que l'été touchait à sa fin, l'expédition commença à préparer son retour en France. Le 16 août, la bonne renommée reprit la mer vers la France. Debout sur le pont, Champlain jeta un dernier regard vers la côte qui s'éloignait. Son cœur était partagé entre la satisfaction du devoir accompli et le regret de quitter cette terre qui l'avait tant fasciné. Il savait que ce voyage avait marqué un tournant dans sa vie et dans l'histoire de la Nouvelle-France. Les alliances nouées avec les nations autochtones, les connaissances acquises sur le territoire, les sites repérés pour de futurs établissements, tout cela allait être crucial pour l'avenir de la présence française en Amérique du Nord. Alors que le navire prenait le large, Champlain se remémora les moments forts de cette expédition. La rencontre avec le chef Anadabidjou, la cérémonie du calumet qui avait scellé leur alliance, les longues conversations avec les guides montagnais et les Algonquins qui lui avaient tant appris sur cette terre nouvelle. Il avait amassé une quantité impressionnante d'informations sur cette nouvelle terre, ses habitants, sa faune et sa flore. Ses carnets étaient remplis de croquis détaillés, de notes sur les coutumes amérindiennes, d'observations sur le climat et la géographie. Ces connaissances allaient être précieuses pour planifier la future colonisation. Debout à la proue du navire, le vent marin ébouriffant ses cheveux, Champlain sentait que ce n'était qu'un au revoir. Il était déterminé à revenir, à explorer davantage, à établir une présence française permanente sur ses rives. Il savait que la tâche ne serait pas facile. Il faudrait convaincre le roi et les investisseurs de l'importance de ce projet, faire face aux rivalités avec les autres nations européennes, notamment les Anglais et les Hollandais, et surmonter les défis posés par le climat rigoureux de l'isolement. Mais Champlain était prêt. Avec un mélange d'excitation et d'appréhension, il se tourna vers l'horizon, prêt à affronter les défis qui l'attendaient en France. Il allait devoir user de toute son éloquence, de toute sa passion pour convaincre le roi Henri IV et les investisseurs de soutenir ses projets ambitieux pour la Nouvelle-France. Un jour, se promit-il, je reviendrai, et nous bâtirons ici une nouvelle France, une France du Nouveau Monde, qui sera la fierté de notre roi et de notre pays. Avec cette promesse gravée dans son cœur, Champlain regarda une dernière fois la côte de l'Amérique disparaître à l'horizon, déjà impatient de revenir pour transformer sa vision en réalité. Ouais, c'est pas mal bon, c'est Eric, mais dis-moi, ça doit être long d'écrire ça, c'est quand même beaucoup d'affaires, là. C'est quand même, je te dirais, long, mais pas aussi long que tu aurais pu penser, puisque je tiens à vous dire que je n'ai écrit aucune ligne de ce roman. Qui c'est qui écrit ça si c'est pas toi? Puisque j'ai été aidé par l'intelligence artificielle pour faire ça. Ouais. En français pis tout? Oh, oui, en français. Mais écoute, moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que t'en as pensé. C'est pas mal bon. Il y a des affaires que je me dis qu'il pourrait être amélioré. C'est un peu comme quand quelqu'un qui écrit un roman puis qu'il doit le corriger un petit peu là, de la première lecture. Mais c'était quand même bien. Il y a on voit qu'il y a une volonté d'avoir des détails historiques qui ont du sens. Fait que ça marche pas pire. Mais tu sais, il y a des affaires genre à un moment donné, le Champlain qui parle de peuple autochtone, je pense pas que le terme autochtone existait en 1603. Je sais pas ce que t'en penses. Ben écoute, moi j'en ai aussi quelques critiques là par rapport à ce roman, à ce premier chapitre-là. Je vous en passe quelques-uns. Là. À commencer par Domagaya, hein, l'interprète là, de l'expédition. Bon, là, ça, c'est pas le fils de Donnacona? Ouais, c'est ça. En fait, c'était oui, il avait été ramené en France, mais lors du voyage de Jacques Cartier, qui était en 1534, là. Donc, qui était super vieux. Ben, il était déjà décédé. Puis bon, je pense qu'ils n'ont pas le nom. Historiquement, on connaît pas le nom là, des interprètes là, de Gravé-du-Pont puis de Champlain. Il y en avait aussi. Il y en avait effectivement amené, là, parce qu'il faut se rappeler aussi qu'on avait un poste de traite à Tadoussac en 1600. Ouais. Déjà.
Puis bon, c'est ça. Puis là, bon, donc Domagaya, c'est pas l'interprète là de Champlain lors de cette expédition-là. Un autre petite erreur là, bon, pour ceux qui connaissent pas la vallée du Saint-Laurent, quand tu arrives à Tadoussac, terre en vue, tu l'as déjà vu terre là depuis un bout là, depuis le golfe là du Saint-Laurent là, puis t'as probablement passé à côté de l'île d'Anticosti, puis bon, puis ça supposément aussi c'est que bon, faudrait que je revérifie mes sources là, mais il me semble que j'avais entendu Serge Bouchard là, parler de cette rencontre là, puis c'était plus le soir là, c'était ils sont arrivés, ils ont vu un feu, ils ont vu un party, là. Ils voyaient là, qu'il y avait un party sur les rives, puis ils se sont approchés. Puis l'autre chose aussi, c'est que Gravé Dupont, lui, il était venu déjà en Nouvelle-France, puis il connaissait Nadabidjou déjà. Fait que là, s'il y aurait une critique à faire par rapport à la première rencontre, c'est comme si c'était la première fois qu'ils se voyaient, mais non, ils s'étaient déjà rencontrés. D'ailleurs, c'est de là qu'il avait amené les deux interprètes en France quelques années auparavant. Ouais, la discussion ça aurait pu c'était Hey Dupont, ça fait longtemps, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. Puis bon, probablement qu'il s'était promis là, de revenir, là, puis bon, ils se connaissaient déjà. Là. Ceci étant dit aussi, tu parlais tantôt là, des Autochtones, mais on mentionne des fois on mentionne les Algonquins, on mentionne les Etchemins. Ouais, c'est quoi ça, les Etchemins? C'est pas une région? On les appelle les Malécites. Ils sont dans le bas, sont sur la rive sud, alors que Tadoussac, Baie-Sainte-Catherine, c'est sur la rive nord. Eux autres, ils sont, on les appelle les Etchemins, mais aujourd'hui on les appelle les Malécites, ce qui était le nôtre, les Micmacs leur donnaient. Ce qui voulait dire leur voisin, là. Leur voisin qui baragouinait ou qui avait un petit peu de misère à parler. Bon, ça, c'est la version des Micmacs. Ceci étant dit, moi, je viens vous le savez, j'habite maintenant la région de Trois-Pistoles, puis la MRC s'appelle la MRC des Basques. Ouais. Juste en face de Trois-Pistoles, il y a l'île aux Basques. Puis comme qu'on sait, là, on est dans cette époque-là que les Basques, eux autres, quand ils ont su qu'il y avait une terre là à l'ouest, là, qu'il y avait un continent à l'ouest, là, ben eux autres, ils n'ont pas perdu de temps. Là. Déjà, là, bien avant Jacques Cartier, ils étaient dans le fleuve. Ils venaient chasser la baleine. Ouais. Puis ils ont fait des communications avec des peuples autochtones. OK. Puis le préfixe Etché se retrouve beaucoup dans la langue basque. Pour les incultes, c'est quoi un basque? Un basque, c'est un des plus vieux peuples qui existent en Europe. C'est un peuple qui a combattu aux côtés et contre les Romains jadis, qui ont combattu Charlemagne, qui ont combattu les morts. Fait que les Gaulois, les Huns, puis les Basques, genre. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans les Basques, ça fait très, très, très longtemps qu'ils sont en Europe. C'est un peuple indigène à l'Europe, contrairement là, au peuple indo-européen. Il y a un territoire qui les est associé en Europe à ce moment-là? Ce qu'on appelle un peu la Gascogne, là, le sud de la France, proche là, sud-ouest de la France et nord-est de l'Espagne. Aujourd'hui, ce territoire-là est partagé là, entre ces deux pays-là. On appelle le Pays Basque, mais ce n'est pas officiellement là, un pays à proprement dit, là, puisque leur territoire appartient, un certain pourcentage du territoire appartient à la France, l'autre appartient à l'Espagne aujourd'hui. Okay, mais ceci étant dit, ce sont des peuples marins, puisqu'ils sont sur le bord là, de la côte, puis eux autres, ben, comme les Portugais, comme les Normands, comme les Bretons, ben, ils vont voyager, ils vont aller dans le Saint-Laurent, puis ils vont rencontrer des peuples autochtones. Moi, j'aurais une tendance à dire que ça serait eux autres qui auraient nommé le peuple Etchemin, puis eux autres, ben, quand ils ont vu d'autres Européens, ils ont dit voici des Etchemins. Est-ce que c'était des Européens, puis ils pensaient que c'était la même gang? Ben oui, c'est ça. Tu sais, bon, eux autres, ils se disaient... Ils parlaient quelle langue? Ils parlaient la langue basque. Ça ressemble à quoi, la langue basque? Oh, je pourrais pas te dire, mais c'est très, très, très compliqué, là. C'est beaucoup plus compliqué là, que sujet, verbe, complément, là. Ouais, c'est pas semblable à l'espagnol, puis...
Non, 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 non. Non, non, non. C'est une très vieille langue qu'ils ont aussi. On a des noms, hein, ils ont laissé leur empreinte, là, dans la toponymie, là, il y a quelques endroits, d'ailleurs, il y a quelques endroits, là, au Québec, là, surtout dans la région ici, là, qu'on pourrait avoir de la toponymie, là, qui est d'origine basque. Et moi, je suppose, c'est une hypothèse, là, que le Etchemin, là, ça vient des Basques. Ah, puis tu sais que les Basques, ils parlaient pas bien espagnol, hein? D'où l'expression parler français comme un Basque l'espagnol, ou comme on dit maintenant, parler français comme une vache espagnole. Ah ouais? OK. Ouais. Je savais pas. Je savais pas. Ah oui, puis il y a aussi au niveau là, littéraire là, quelques petites redondances, là, comme quelquefois là, il comprenait l'importance du geste en question. Quelquefois, il se tournait là, vers Gravé Dupont qui hocha de la tête. Là, 2-3 fois, là, il réutilise là, ça. Ceci étant dit, là, j'en vois là, quand même qui se disent Colin, hey, il a fait ça avec l'intelligence artificielle. Moi, j'aimerais ça, moi, faire la même chose. Ça que t'as tapé, écris-moi un roman, chapitre 1, où est-ce que Samuel Champlain arrive, puis ça t'a pondu ça. Presque. C'est beaucoup de... C'est à la base, c'est ça. Mais c'est ça, j'en vois déjà là, partir là, puis avec ChatGPT là, ou un outil d'intelligence artificielle, puis Colin, ça arrive pas au même résultat qu'Éric. Non, c'est ça. Alors, c'est un outil. C'est ça. Et j'ai passé quelques heures là quand même là pour un chapitre là à dire non, c'est pas ça que je veux. Non, je veux puis le travailler. Puis bon, dans le fond, si jamais hein, vous voulez avoir là, mes services d'accompagnement pour vous aider là, à rédiger un roman, que ce soit sur vos ancêtres à vous, là, ou quelque chose à saveur historique que vous auriez toujours aimé raconter, ben n'hésitez pas à communiquer là, avec nous. Là, l'adresse courriel de Raconte-moi mes ancêtres va être en commentaire. Ça nous amène vers la fin de l'émission. Donc, s'il y en a qui auraient des commentaires sur le nouveau format, là, on se dirige vers un format 2025 de Parlons Ancêtres. Le beat est un peu différent. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que vous aimez pas ça? Vous avez des affaires que vous pouvez nous suggérer de faire ou de pas faire? Vous voulez participer à certains segments? Contactez-nous parce que ça va nous faire plaisir. On aimerait bien gros savoir comment est-ce que vous aimez ça. Nous, on pense que, en tout cas, moi, je pense que je vais aimer ça. Éric, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, j'espère que les gens vont aimer ça. Comme on disait, ça va nous amener à traiter de plusieurs petits sujets dans la même émission. Ah, ça, qu'on va couvrir des sujets qu'on n'aurait pas couverts autrement. Quoi, les petits sujets là qui sont d'actualité, on n'a pas nécessairement quelqu'un interviewé pour ça. Puis c'est ça nous donne l'occasion d'en parler quand même un minimum là, sans nécessairement avoir à couvrir une émission complète avec ça. Oui, tout à fait. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton j'aime, en commentant, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou encore mieux, en partageant l'émission. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toi, Yann. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée, Eric. Trois-Rivières, voyons cet héritage qu'on porte en nous. Écoutez nos histoires riches de vive voix, les braves voyageurs en terre de bois, ensemble au présent, guidés par le passé, nos parlons ancêtres.